Bonjour Patricia. Bonjour Françoise, Mm. bonjour à tous. Ouais, bah, il fait beau dans le sud aujourd'hui, hein, te voir. Un petit brin de soleil. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème qu'on pourrait appeler l'au-delà de l'arbre généalogique. Quand souvent les personnes arrivent en disant qu'elles n'ont pas beaucoup d'informations sur leur arbre. Et évidemment, ce n'est pas vrai. Et donc, voilà, Patricia et moi, nous avons un certain nombre d'outils qui permettent d'aller plus loin, et qui font que ce qu'on pratique s'appelle plutôt de l'analyse transgénérationnelle que de la psychogénéalogie. Mais aujourd'hui, la parole est surtout à Patricia qui va nous présenter ses outils. On a certains en commun, d'autres pas. Moi, j'en ai d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pour la journée de Patricia. Donc, voilà, Merci. Patricia, à toi. Oui, donc je voudrais dire que quand on part dans ce beau voyage qui est l'analyse transgénérationnelle, quand on va à la rencontre de ses aïeux, on a au départ parfois des freins parce qu'on se dit que on n'aura pas d'informations ou assez peu. Et finalement, les consultants ont cette petite angoisse au départ. Finalement, on se rend compte que au départ, il y a le matériau de la recherche généalogique qui est intéressant, qui est une base incontournable, qui est nécessaire, mais qui ne va pas être suffisante. De toute façon, même si on a des informations généalogiques via les actes notariés, les actes dans les archives départementales, ces informations retracent surtout, sont en lien surtout avec les dates importantes de naissance, de mariage, la date de naissance des enfants et le décès. Or, les personnes, nos aïeux, ont vécu et ce qui est très intéressant aussi, c'est de retrouver c'est des anecdotes, c'est quels étaient leurs caractères, quels ont été les événements marquants en dehors de cela. Et là, c'est vrai qu'on dispose de peu de choses au départ. Ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que à partir du moment où on se met en route, on se met en mouvement, il y a des choses qui arrivent toutes seules. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le cousin éloigné vous raconte tel événement ou telle une tante qui vous dit, qui se confie. Voilà, finalement, des informations vont apparaître que nous ne connaissions pas parce que nous sommes déjà en mouvement. Hein. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est un phénomène, effectivement, de l'ordre de la synchronicité qui est toujours magique. Il y a quelqu'un de tout à fait à l'autre bout de l'arbre qui a déjà travaillé l'arbre, on ne le savait pas. On retrouve des cousins et c'est comme si on avait des pièces du puzzle. Donc, effectivement, avant les archives, il y a toute cette partie de mémoire familiale qu'on peut activer. Voilà. Alors, une fois cette première étape franchie, on va aider les consultants à accéder aux informations dont ils disposent dans leur inconscient et qui seront activées par l'intuition. L'intuition, ça n'a pas de caractère forcément ésotérique. L'intuition est en lien avec l'hémisphère droit. C'est une capacité que nous avons tous à accélérer notre processus de récupération des infos, non pas par le raisonnement, mais justement par un système beaucoup plus rapide qui est en lien avec une connaissance, une sorte de connaissance immédiate des choses. Et l'intuition peut être activée par un certain nombre d'outils. Alors, je sais que tu es assez prudente avec l'intuition, hein. Je suis prudente sur le fait d'imposer mon intuition. J'essaie de repousser ce moment le plus possible et d'accompagner davantage les gens dans le processus, leur processus, en leur disant que de toute façon, ce qui compte, c'est leur ressenti par rapport aux hypothèses que je peux formuler. Mais j'essaie plutôt de stimuler le plus possible chez eux. C'est dans ce sens-là que je suis prudente, mais autrement, je te suis tout à fait.
Et je voulais juste ajouter un petit détail, c'est qu'effectivement, c'est toute cette dimension de mémoire de notre histoire qui est stockée dans nos cellules ou dans le corps astral, enfin on peut avoir, ou dans notre inconscient, on peut avoir plusieurs clés de lecture. C'est ce qui fait que la recherche, l'analyse transgénérationnelle est accessible aux gens qui ont, où les liens familiaux ont été rompus, ceux qui ont été adoptés, ceux qui ont totalement fermé la porte avec leur famille. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et effectivement aussi, dans le fait que l'intuition doit être activée du côté du consultant, mais aussi c'est un travail d'intuition double avec l'accompagnant que nous sommes. Et dans le lien, la relation thérapeutique Mm. va se jouer aussi comme une forme de constellation. Et là aussi, des Mm. synchronicités peuvent apparaître en lien avec le lien, justement, Mm. thérapeutique. Hein. Oui, on a une sorte de caisse de résonance quoi, de Voilà, la problématique du consultant. exactement. Alors après, donc, au sens pratique du terme, nous avons donc un certain nombre un échantillonnage d'outils qui peuvent être plus ou moins utilisés en fonction du caractère aussi du consultant, de ses affinités. Donc, les cartes, je les utilise, donc ce sont des cartes symboliques. Par exemple, Dixit, ce sont des cartes que les enfants connaissent, ou bien Symbolon, mais il y en a d'autres. Ces cartes symboliques permettent de se connecter donc soit à l'aveugle, donc la personne va choisir au hasard, soit va choisir donc en fonction de ses affinités, euh, une ou plusieurs cartes qui vont illustrer son arbre généalogique. On va les positionner par rapport à des ancêtres. Alors, dans notre jargon, on appelle ça les ancêtres racines. Ce sont des ancêtres qui sont importants pour la personne qui vient consulter. Et ces cartes vont pouvoir éclairer certaines zones d'ombre du caractère de ces aïeux, de ce qui leur est arrivé, de ce qui est bloqué, de ce qui leur pose problème. Donc on utilise en fait des archétypes qui sont en fait des symboles universels et archaïques qui parlent à tout le monde. C'est un langage qui parle à tout le monde. Et grâce à ces cartes, on va pouvoir illustrer un petit peu toutes ces données qui sont souvent des données un peu sèches, des informations, des chiffres, des dates. Voilà, donc je ne sais pas si tu utilises ces cartes. Non, moi, je n'utilise pas du tout le support des cartes. Ok. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les objets flottants. Ce sont des objets qui ont une valeur plus importante que l'objet lui-même. Je ne parle pas de son prix, de Mm. sa valeur vénale, mais ce sont des objets qui ont un sens particulier pour le consultant, qui font partie de la famille. Ça peut être des meubles, ça peut être des bijoux, ça peut être des tableaux, ça peut être toutes sortes de choses, un vêtement ou une bricole, bon, et qui a du sens. Et à partir de cet objet-là, qui va être soit apporté par le consultant, soit il va apporter une photo ou il va faire un dessin, à travers ça, à travers cet objet, il va pouvoir raconter ce qu'on lui a, un pan de son histoire. Mm. Après, Et, oui, ouais, un objet support de mémoire comme un lieu peut l'être. oui, Oui. un lieu également, tout Ouais. à fait. Moi, c'est vrai que j'utilise les objets. Enfin, ce que je définis comme objet flottant, c'est différent, tu vois. C'est vraiment plutôt le stock d'objets de type Playmobil ou effigie d'animaux ou autres que j'ai pu collecter et avec lesquels je fais des sortes de constellations individuelles. Et voilà, j'ai repris le terme d'objet flottant comme le définit celui de la systémie, la pratique de systémie, quoi. Mais je vois que tu en fais un autre usage, toi. Alors, j'utilise aussi donc ces objets, les petites figurines, les Mm. Playmobil.
du tissu, des rubans, lorsque je sens que c'est intéressant d'être un peu dans une atmosphère un peu régressive, de retrouver un peu un toucher, pour exprimer certaines scènes ou certains positionnements de la personne par rapport à son environnement parental et à son arbre. Donc effectivement, la mini-constellation, c'est aussi un outil. Ensuite, on a les rêves éveillés. Alors, je le pratique rarement quand même. Il faut quand même être précautionneux. Mais il peut m'arriver de suivre d'indiquer au consultant, elle essaie de l'aider à passer dans un autre état de conscience légèrement modifié et qui lui permet aussi d'accéder à une autre perception de son arbre. Il y a également le photolangage. Photolangage, c'est très précieux. Pour ceux qui ont des photos de leurs aïeux, c'est parlant. Parce qu'on va retrouver à travers les postures, les expressions du visage, la position dans la photo, le décor, on va trouver une mine d'informations qui seront éclairantes. Hein. Je voulais parler aussi des certains outils de la Gestalt. La Gestalt, il faut le rappeler, bon, très succinctement, donc c'est une thérapie qui part du principe qu'on n'est pas seul, mais toujours en lien avec l'environnement. Donc que tout est le thérapeute fait partie de cet environnement, l'environnement du cabinet, le siège, les coussins, tout ce qui existe autour du consultant fait partie aussi de son présent et donc on peut utiliser une chaise, un coussin, un tapis, pour remettre en scène, remettre en lumière certains épisodes de l'arbre qui ont fait sens pour le consultant. Donc, si je continue un peu la liste, les prénoms sont parlants aussi, donc à travers la langue des oiseaux, c'est-à-dire la phonétique des prénoms. La date du saint aussi, qui est en lien avec le prénom, peut être intéressante à aller rechercher. Donc le prénom a souvent un sens caché qui peut transparaître à travers à la fois la phonétique et la symbolique du saint. Voilà. Après, il y a aussi l'écriture thérapeutique. Alors, je peux demander au consultant d'écrire s'il désire une lettre à une personne de son arbre qui a disparu, qui est importante pour lui, ou bien de faire un travail d'écriture justement sur un objet. Voilà, le champ est assez vaste. D'accord. Je Donc, crois, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'utilise personnellement. Et puis avec évidemment, je demande à mes consultants s'ils le souhaitent, de me parler de leurs rêves qui sont toujours, à partir du moment où ils commencent à travailler, il y a des rêves qui sont très éclairants. d'accord, ok. Bon, moi, c'est vrai qu'il y en a certains dont je ne me sers pas. Par exemple, les prénoms, je suis d'accord avec toi sur l'histoire du dessin. Je trouve que ça peut être très éclairant. Mais alors, je suis très prudente sur les histoires de sonorité, de langage des oiseaux, de phonie. Je trouve que c'est vraiment spéculatif et ça enferme vraiment les gens. Il y a des choses très dures qui se disent à partir de ça. Pour une fois ou deux où ça a pu être éclairant, je trouve que voilà, souvent pour moi c'est trop enfermant et trop spéculatif. On arriverait à faire dire tout et n'importe quoi. Et bon, je sais ça a un grand succès quand on regarde sur Facebook, mais là, c'est là où j'aime pas trop, quoi, en fait. Mais écoute, étonnamment, je te rejoins quand même dans ta réserve, Mhm. même si je l'utilise, mais avec la parcimonie et Mhm. prudence.
Mais effectivement, il m'est arrivé de regarder sur Facebook, sur YouTube ou ailleurs, des vidéos qui m'ont un peu heurtée, Mm, parce qu'il ne faut surtout pas être trop affirmative mm, quand on évoque ces choses-là. Mais c'est une piste mm, presque poétique qui parle parfois aux personnes. mm, Mais il faut avoir du tact quand on mm. utilise cet outil-là. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tous ces outils en fait d'accompagnement qui servent à ouvrir l'imaginaire, voilà, c'est Il avant faut y tout aller. la façon dont la personne s'en saisit qui compte. Euh, C'est un magasin de porcelaine, attention, hein. mm, Et d'ailleurs, on a parlé précédemment des constellations. Pour moi, surtout quand on mm, travaille sur l'intergénérationnel avec des personnes vivantes, les constellations, c'est un outil trop puissant pour qu'on l'utilise avec trop de, comment dire, d'assurance, mm, hein. Il faut être très, très humble. mm. D'accord. Moi, c'est vrai que voilà, je fais attention, moi, aux prises de pouvoir que je pourrais opérer et à la façon dont la personne réagit. Quand je vois que les choses sont trop violentes pour elle, effectivement, je fais en sorte qu'on revienne dans la parole, à la terre, quoi, aussi. Mais voilà, c'est une vaste question sur les personnes vivantes parce qu'on est, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on est quand même tous habités par notre père et notre mère et finalement, souvent, le travail sur l'arbre, ça m'apparaît comme une stratégie pour aborder en douceur ces choses qui nous concernent personnellement. Et de toute façon, soigner les traumas de l'arbre, c'est plus facile que de soigner les siens propres. Donc, à un moment donné, on y arrive forcément à son père et à sa mère, qu'on les connaisse ou pas. Et forcément, on va être amené à traiter ça, mais de façon différente de ce que pourrait faire une psychanalyse, où on pourrait décortiquer son quotidien, c'est ce qu'on fait pendant des mois. Là, voilà, je trouve que c'est une stratégie en douceur de travailler l'analyse transgénérationnelle pour arriver à son père ou sa mère, quoi. Oui, oui, effectivement, on revient toujours au noyau Mm, de base. La famille nucléaire de base, mais euh, en tout cas, il faut être très précautionneux parce que nous évoquons des vies passées sans en avoir forcément toutes les composantes en tête, évidemment, puisque et les personnes qui ont traversé cela, tous ces événements, il faut le recontextualiser à chaque fois. Donc, il faut prendre du soin et de la précaution quand on aborde son art généalogique pour pas se brutaliser et ni brutaliser non plus les mémoires, mm. hein. Donc beaucoup de soins. D'accord. Bah, je trouve que c'est une jolie manière de terminer entre le magasin de porcelaine et les mémoires qui ne doivent pas être brutalisées et nous-mêmes qui devons agir avec beaucoup de douceur avec nous, quoi, finalement. Même s'il y a des moments où on a besoin d'être un peu boosté, il faut s'aimer et il faut prendre soin de soi et c'est la base. Souvent, on a une éducation qui nous a au contraire C'est tout sorti de le, c'est notre rythme, sorti de l'attention à soi. exactement le travail thérapeutique consiste justement à redonner notamment de l'éclairage, de la lumière, de la douceur à ce qui a été violenté, brutalisé et ce qui n'a pas pu s'exprimer dans le temps du fait d'événements divers. Donc L'attitude voilà, des nous parents, arrivons. de l'entourage. Comment? Comment? L'attitude de l'entourage aussi, Oui, les exactement. parents compris, y compris, quoi. Exactement. Bon, Je remercie de d'accord. Ok. m'avoir donné cet espace de parole. Mm. Bon, ben merci donc Patricia à toi de ce temps passé. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu si vous appréciez. Et puis à la prochaine vidéo. À bientôt alors. À bientôt.